Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip. Vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. なあ、そんな化け物になった巨人を駆逐したとして、それは人類の勝利なのか。 La fin du monde est là. Partout sur l'île du paradis, les murs se sont effondrés. Eren Yeager a finalement brisé ces murs qui enfermaient son peuple. Ce monde extérieur, il va le faire sien. Un monde nouveau de liberté. Mais à quel prix? Les colossaux se mettent en marche. Alors que les pas de l'apocalypse ébranlent le monde, une jeune fille n'a qu'un désir. Tenir sa promesse et rejoindre son père. Un jeune homme, lui, est prêt à commettre un crime ignoble pour revoir sa mère. Un autre, ivre de cette destruction, danse devant le spectacle, laissant éclater la folie totalitaire. Les Eldiens sont au bord de la guerre civile. Eren est-il un héros ou un criminel? Un sauveur ou un meurtrier? Le sang du peuple d'Ymir est prêt à irriguer le sol à l'aube de son cruel triomphe. Au milieu de ce chaos, les héros d'avant sont désemparés. Ils ne savent plus quoi faire. Où est le mal? Où est le bien? Chacun se raccroche à ce qu'il peut. Jean, à genoux, n'y croit pas. C'est fini, lui dit Floch. Et vous, que feriez-vous à la fin du monde? 目指すはパーフェクトゲームだ。俺たち自由になれるのか。だろうエレン。壁の向こうには海があって心臓を捧げる。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。 Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du scan 125. Mais je voudrais commencer cette vidéo par vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2020. Je vous en dirai un petit peu plus dans la prochaine vidéo qui sortira, qui sera le résultat du tournoi du mois dernier, où l'on découvrira ensemble quel est votre personnage préféré. Mais bref, aujourd'hui nous sommes là pour la revue du chapitre 125. Cette vidéo sera décomposée en deux parties. La première sera une partie où je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe grosso modo dans ce scan. Puis ensuite nous aurons une analyse un petit peu plus poussée avec Professeur Majax. Allez, c'est parti. Donc ce scan se déroule à Stoès, en grande partie. Nous avons le peuple qui débat. Eren, pour certains, est un ennemi. Pour d'autres, c'est le sauveur. Les blessés sont actuellement évacués par les brigades spéciales. Le peuple dit actuellement que certains blessés sont nécessaires, certaines morts sont nécessaires pour la cause. En revanche, d'autres accusent Eren de tuer son propre peuple. Puis soudain, on a Itch qui remarque que quelque chose cloche avec Annie. Elle descend directement vers le sous-sol et se fait prendre par surprise. Mais Itch en vient rapidement à bout car Annie est fatiguée. Annie veut négocier. Elle veut à tout prix retrouver son père. Et elle nous dévoile, c'est la première révélation de ce scan, qu'elle entendait tout ce qui se passait à l'extérieur de son cristal. Annie, elle s'en fout total de la situation. Elle a un objectif, retrouver son père. On a donc un flashback d'Annie où elle nous raconte un petit peu son passé et son enfance, de l'homme qui l'a élevé et formé aux arts martiaux. Et on a là un acte de rédemption d'Annie. Elle se rend compte de ses actes et elle les regrette. On arrive dans la deuxième partie du scan, ça se passe à Revelio. Tous les Eldiens du monde entier ont eu la vision d'Eren, et ceux de Mar tentent de prévenir le carnage qui va arriver. Mais les Mar ne les croient pas et ils pensent que c'est une excuse pour s'enfuir. On a une info intéressante, tous les Eldiens de tous les camps du monde entier. On peut donc supposer que les Eldiens sont emprisonnés partout dans le monde et que Mar a une alliance avec le monde entier. Mais bon, ça, on s'en doutait déjà ou on l'avait déjà appris. Donc les Eldiens sont vraiment les ennemis numéro 1. Et ceux de l'île du paradis sont les plus dangereux. Donc Annie veut à tout prix tenir sa promesse. Et là on a son père que l'on voit qui essaie de prévenir les Mar, mais les Mar qui s'en moquent complètement. Dans la troisième partie du scan, on a Shadis qui encourage les jeunes recrues à rejoindre le rang des Pro-Eager
pour pouvoir mieux se révolter par la suite, mais surtout pour survivre. Les jeunes recrues qui veulent eux rester fidèles à Shadis, mais Shadis qui explique qu'il fait partie d'un temps qui est révolu et qu'il faut avancer et que le meilleur moyen pour survivre est d'intégrer les pro-Jaeger pour pouvoir mieux se révolter par la suite. On a ensuite une quatrième partie, une discussion entre Armin et Mikasa. Armin ne se sent pas à la hauteur et il commence à regretter qu'on l'ait fait survivre plutôt que le Major. Pour lui, la question des reines peut attendre. Il lâche complètement l'affaire. Il veut surtout sauver Falco pour négocier avec Gabi. Car on sait que Falco est prisonnier de Connie et Connie veut l'utiliser pour ramener sa mère à l'état d'humain. Mikasa ne sait plus comment agir. Et on a Armin qui pète littéralement un plomb. C'est triste de le voir agir comme ça. Il pense même que Historia est en danger et c'est la grosse anarchie totale. On a un très rapide adieu de Gabi à Kaya. Et ensuite, on a une scène entre Jean et Floch. Floch qui est un personnage que... Déjà, le gars s'autoproclame bras droit des reines. Et il est très dur avec Jean. Il encourage les derniers indécis à rejoindre le rang des pro-Jaeger. Il dit même à Jean, tu peux redevenir le lâche que tu étais. On a enfin la liberté. Mikasa ne comprend pas la situation. Et Floch lui annonce que Levi et Angie sont morts. D'ailleurs, il est important de noter que l'on peut voir sur une image une arme près de Jean. Et sur l'image d'après, elle n'y est plus. On peut se demander si Jean l'a récupérée et s'il va intervenir pour tuer Floch. On le saura peut-être plus tard. Floch est vraiment l'image de Jean, celui qui aurait été le connard, l'espèce d'enfoiré qu'il était avant qu'il rejoigne le bataillon. Et s'il a rejoint le bataillon, c'est grâce à Marco et au discours des reines. On arrive enfin sur la partie Connie et Falco. Connie laisse croire à Falco qu'il va le soigner et qu'il va l'emmener dans un hôpital, mais en réalité, il essaie de sauver sa mère. Et là, on a Connie qui est entre deux feux. Il est là en mode, je sais pas comment faire. Est-ce que je dois tenir ma promesse à l'humanité ou est-ce que je dois sauver ma famille? J'ai fait 2 serments et je suis perdu. Falco a l'air de se douter de quelque chose, mais il hésite. Et Connie a l'air très hésitante dans l'idée de sacrifier Falco. Magat et Pieck remarquent que les aéronefs font demi-tour. Ça semble être une bonne chose pour eux car ils vont au moins pouvoir donner l'alerte. Mais eux sont complètement perdus. Soudain, Angie apparaît en mode totalement OKLM. Elle annonce qu'elle est avec une Locke totalement inoffensive. Et là, on revoit Levi que l'on n'a pas vu depuis plus de 8 mois. Franchement, pour les fans de Levi, je pense qu'on a ravi une grosse partie de la communauté. C'est ainsi que se termine ce scan. Donc en fait, ce scan est vraiment axé sur les personnages secondaires et tertiaires. Les personnages principaux ne savent plus quoi faire. On a Armin et Mikasa qui sont perdus. Armin qui est en plein doute, mais qui est pour moi celui qui va tout arranger. Mikasa qui ne sait plus comment agir, et même Armin l'encourage à réfléchir par elle-même. Jean qui est plus que démuni, mais qui va, je l'espère, intervenir. Les pro-Jaeger ont le contrôle de l'île. Eren est en train de causer le carnage. Floch qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'autoproclame bras droit d'Eren, à qui Eren aurait confié son plan. Moi je vous le dis, j'en doute encore un petit peu, mais on verra ça par la suite. Du coup pour moi, Floch est vraiment le personnage tyrannique. C'est vraiment un personnage que je ne supporte pas. Ce scan est vraiment totalement ouf. Vraiment. Moi il m'a fait sursauter. Il est très différent des autres, mais il est quand même génial. Ce scan était vraiment épique. La dernière phrase du scan, il lui reste une mission à accomplir, nous laisse penser que Isayama n'en a pas fini avec Levi et qu'on va encore entendre parler de lui. Va-t-il tenir sa promesse au bestial? Nous le découvrirons au scan prochain. C'était un plaisir de vous présenter un petit peu ce qui se passe dans ce chapitre. Maintenant, nous allons passer à la partie un peu plus analyse, un petit peu plus poussée avec notre ami Majax. Je te laisse la parole, mon cher ami. Le chapitre 125 constitue une nouvelle fois un véritable pied de nez au lecteur. Car, encore une fois, alors que la fin approche, Isayama choisit de délaisser l'action au profit d'un chapitre psychologique et intimiste qui fait la part belle aux états d'âme, aux désirs et aux regrets. C'est moins la fin du monde que la réaction à celle-ci qui l'intéresse. Là où une narration classique aurait choisi de nous livrer un combat final dantesque avec l'apocalypse en arrière-fond, Shingeki no Kyojin prend son temps pour montrer son effet sur les individus. Et pas n'importe lesquels. Car plus surprenant encore, ce chapitre fait la part belle aux quantités négligeables. Ces personnages qui normalement ne sont qu'un arrière-fond devant lequel les héros et les méchants brillent. Ici les héros sont si désemparés qu'ils sont relégués en arrière-fond. Armin ne sait pas quoi faire. Il s'accroche à l'idée de sauver Falco pour éviter une guerre civile avec les autres primordiaux.
De premier abord, son action paraît complètement hors de propos, voire inutile. Pourquoi faire cela? Parce que c'est la seule chose qu'il peut actuellement essayer de faire. Armin se réfugie derrière cette mission pour ne pas penser à ce qui se passe. Il fait ce qu'il peut pour oublier. De même, Mikasa est toujours dans cette stupeur, la rendant incapable de prendre une décision. À la fin du chapitre, nous voyons enfin Levi et Hansi revenir. Mais pourquoi? Les blessures sont telles que Levi est devenu inutile. Enfin, Jean s'apprête à perdre espoir et à céder à la tentation de Floch. Nos héros ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. A contrario, le chapitre va étendre sa narration aux petites gens, aux figurants et autres rôles tertiaires. C'est le chapitre des oubliés, ceux qui ont disparu, qui n'ont pas d'importance ou que l'on négligeait. L'intention du chapitre apparaît dès la première case, où l'on voit Hitch participant au sauvetage des habitants de Stoès, écrasés lors de la chute du mur final. L'action d'Eren n'est pas sans dommages collatéraux. C'est un habitant de Stoès qui le dit lui-même. Le sacrifice d'une quantité négligeable n'est qu'un faible prix à payer pour la restauration d'Eldia. Le propos est intolérable pour ceux qui ont perdu des proches. Violemment, par cette scène à Stoès, Isayama nous rappelle la présence de ces quantités négligeables. Ce ne sont ni des héros, ni des êtres exceptionnels, juste des individus normaux. Peut-on en sacrifier quelques-uns pour le bonheur du plus grand nombre? La question morale est jetée. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour la liberté et le bonheur? Isayama donne un visage aux premiers concernés, ceux que trop de créateurs tendent à oublier, leur donnant un visage et une voix au milieu de la catastrophe. Il nous rappelle ainsi que l'enjeu n'est pas simplement le destin de quelques personnages héroïques, mais de tout un peuple. De l'autre côté de la mer, les Eldiens des camps se révoltent contre la stupidité et l'absurdité de leurs gardiens. À Ravelio, Leonard, le citoyen modèle qui aspirait tellement à la reconnaissance au point de sacrifier l'enfance de sa fille, se révolte sous les yeux de la famille Brown et de ses compatriotes. Il ne peut rester là, à attendre que l'apocalypse vienne à eux. Il doit survivre, pour tenir la promesse faite à sa fille. Cette promesse est sa rédemption. Lui qui fit d'Annie une arme de mort, lui ravissant son enfance, sacrifiant sa fille et son corps pour gagner la reconnaissance des siens, ne peut aller jusqu'au bout. Les liens sont trop forts. Intéressant parcours d'un homme qui ne put au dernier moment aller jusqu'au bout de ses convictions. L'amour patriotique n'est finalement que peu de choses face à l'amour pour sa fille. La promesse était le premier pas vers un long processus qui aboutit maintenant. Il fera tout pour la retrouver, pour être là à son retour. Il s'oppose donc à ceux devant lesquels il a toujours plié le genou, courbant servilement l'échine. Si la révolte de Léonard n'est finalement pas idéologique, elle est un cri du cœur. Face à lui, l'absurdité de gardiens rongés par la haine et une obéissance stupide. Si les monstres arrivent, il faut, pour leur échapper, combattre ceux qui se dressent déjà devant eux. La transition glaçante du coup de feu nous ramène à l'île du paradis. Le fasciste Mar succède au fasciste Eldien. L'un tire par obéissance, l'autre par ivresse du pouvoir. Le premier est une espèce en voie de disparition, l'autre est en pleine jouissance de son triomphe à venir. Alors que Floch termine son parcours du parfait navillon, Case, caché avec les recrues, entrouvre les portes d'un futur bien noir. Il n'a aucune chance de survie. Il ne sert à rien de résister. La purge à venir permettra de finir de nettoyer les rangs. Il ne peut y échapper, et il a trop d'honneur pour se terrer comme un rat. C'est un homme qui a recouvert sa fierté qui se dresse devant nous. Il ne fuira plus. Tout ce qu'il peut faire, c'est protéger ses recrues, leur conseillant de se mêler au spectacle, de jouer le jeu et d'attendre. Non loin, Floch, ivre du triomphe à venir, persuadé de la grandeur et de la vertu de sa cause, annonce la destruction du monde. Il ne reste plus qu'un choix aux partisans de Sig, accepter la destruction de leur patrie et se ranger de leur côté, ou la mort, avec ou contre nous. Floch adopte la logique propre au régime totalitaire, une binarité réductrice du monde, où celui qui n'est pas avec est contre. Celui-là, qu'il soit extérieur ou intérieur, doit être éliminé. Il a le droit. Sa cause est juste et vertueuse. Que sont quelques vies pour la grandeur d'Eldia? La soumission ou la mort. Le sang est un prix acceptable pour la liberté. Il exécute l'homme qui se rebelle. L'image de cette tête déchiquetée apparaît dans toute son horreur. La violence n'a jamais été aussi crue et frontale. Il y a là un message. La violence de Floch est plus affreuse que celle de n'importe quel titan. D'autant plus terrible qu'elle a pour elle la conviction d'agir au nom du bien. Le jeune homme est fou. Lui, le personnage tertiaire, la quantité négligeable que l'on était prêt à sacrifier lors de la charge de Shiganshina, a une mission.
Eren s'est confié à lui, lui a fait confiance. Il a un rôle à jouer. Il a enfin une place. Sa banalité le condamnait à n'être rien. Il est maintenant le bras droit du Sauveur, l'agent du changement. Il lui a prêté serment. Il renvoie à ces hommes de notre histoire comme Himmler, qui voient dans la grande cause un moyen de s'élever et de dépasser leur propre médiocrité. Jean, lui, est en pleine stupéfaction. C'est fini, lui dit Floch. Plus de combats, plus de morts, plus de conflits moraux. La paix arrive. Jean hésite. Il serait si facile de se laisser tenter, de revenir à une vie normale. Son rêve est sur le point de s'accomplir. Il est presque tenté par ce pacte faustien. La tentation est si forte. Ailleurs, c'est un autre serment qui s'apprête à provoquer un nouveau crime. Connie continue sa route avec un Falco qui a repris connaissance. Amnésique, Falco accepte de se laisser guider par celui qui le mène vers une mort certaine. Connie a promis à sa mère de les protéger. Il peut la sauver, mais il y a là un conflit. Celui qui l'a fait de protéger l'humanité. Tout n'est pas joué. Sa mère ou le garçon. Sa promesse en tant que fils ou son serment de protecteur de l'humanité. Mais s'il va jusqu'au bout de son projet, n'est-ce pas son humanité à lui qu'il abandonnera en plus de son serment? Le conflit intérieur fait rage. Qui pouvait se douter qu'en ce personnage secondaire, simple acteur de situation comique, se cachait une telle tristesse et un tel dilemme? Mais vous l'attendez tous. Le retour d'Annie. Ce retour tant attendu qui se fait sans éclat. Elle revient dans ce bureau obscur où elle prend en otage Hitch. Drôle de lien entre ces deux femmes qui s'apprécient autant qu'elles se rejettent. C'est là toute la beauté de la scène. Annie, pour son retour, apparaît dans toute sa fragilité. Elle qui s'enferme 5 ans dans une gangue de cristal inexpugnable pour ne pas être capturée, livre tous ses secrets. Qu'importe, alors que nous sommes à la fin de tout. Élevée comme une arme, sans empathie, pour devenir une véritable guerrière, elle a échoué à incarner son rôle au moment où, émue par son père, elle lui fit la promesse de revenir. Cette bribe d'amour a suffi à fissurer la dure carapace forgée dans son enfance. La fissure grandit, pour devenir une plaie béante dans son âme. Elle qui ne ressentait rien est horrifiée par ses propres crimes, au point d'en faire des cauchemars. Elle ne peut se résoudre à tuer Armin, qui contribuera à sa chute. Elle a échoué lorsqu'elle accepta ce lien avec un autre, quand elle accepta tout simplement son humanité. La voilà maintenant avec une seule idée en tête. Tenir sa promesse. C'est tout ce qui lui reste. Les colossaux anonymes, toujours sans visage, défilent en arrière dans une vision d'apocalypse. Hitch la conduit au milieu des décombres, plus à cause de cet étrange lien qu'à cause de la menace. Les deux jeunes filles, silhouettes perdues dans l'Armageddon, se révèlent l'une à l'autre. À quoi bon se cacher? La vérité et les sentiments sont tout ce qui reste à la fin du monde. Surprenante tournure pour ce manga qui, dans sa dernière ligne droite, décrit la formation d'un gouvernement totalitaire, avec son idéologie, ses mécanismes et ses dynamiques propres. L'esprit totalitaire, c'est celui qui tente d'englober le monde pour le soumettre et le faire plier à son idée motrice, quitte à le détruire. Il n'accepte aucune contestation, aucun compromis. Il détruit, soumet et transforme. Sous la séduction se cache la menace. On lui obéit par conviction ou par terreur. Il ne laisse qu'une vérité, la sienne. Est-ce bien là ce qui se passe? Assistons-nous à la jeunesse d'une nouvelle horreur, d'une nouvelle puissance aliénante, d'un authentique état totalitaire? Ou bien cette terreur que répond Floch est-elle la phase nécessaire de cette révolution? Toute cette violence est-elle justifiée? N'y avait-il pas d'autre choix? Hélas, tout le monde semble résigné. On pense plus à comment vivre l'apocalypse qu'à l'arrêter. Comme s'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Comme si le fait de devoir arrêter Eren était impensable. Mais pourquoi? Parce qu'il a raison? Parce que la paix est enfin proche? Ou parce que cela impliquerait un dernier crime? Merci à toi, Majax, d'avoir fait cette revue avec moi. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Je tiens également à remercier Annie sur Facebook, alias Perrine, qui m'a aidé à écrire cette review. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à nos chaînes respectives qui s'afficheront à l'écran. Et à commenter, donnez-nous votre avis en commentaire. C'est très important pour la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo du résultat du tournoi. À très bientôt.